RFI, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Cameroun, 18 otages libérés dans la partie anglophone, soulagement et interrogation. Vers un règlement du conflit en Syrie, les dirigeants russes, iraniens et turcs réunis ce mercredi à Ankara. I have a dream that one day this nation will rise up. Il a changé l'Amérique. Il y a 50 ans, jour pour jour, le pasteur activiste afro-américain Martin Luther King Jr. était assassiné. L'Amérique se souvient. Au Cameroun, 12 touristes, 7 Suisses et 5 Italiens ont été libérés lundi par la brigade d'intervention rapide du pays. C'est le second enlèvement recensé d'étrangers dans les régions anglophones du Cameroun, après celui mi-mars de 2 ingénieurs tunisiens. Herman Oumbo. Enlevés à une date indéterminée dans la zone anglophone du Cameroun, ces touristes européens retrouvent ainsi leur liberté grâce à la collaboration des acteurs de la société civile et de la brigade d'intervention rapide du pays. Je voudrais féliciter les responsables locaux et la société civile parce que le gouvernement sait qu'ils sont tous fatigués d'être brutalisés. Selon la version officielle, ces touristes ont été enlevés par une bande de terroristes dans la localité du Mongo Ndor alors qu'ils se rendaient sur le site de Twin Lakes, deux lacs situés dans le secteur du Coupé Manegumba de la zone sud-ouest du Cameroun. Quelques heures après leur enlèvement, une opération conduite par la brigade d'intervention rapide a permis leur libération à la satisfaction des autorités camerounaises. Les touristes doivent comprendre l'engagement de notre pays à être un et indivisible, à évoluer dans le partage de notre vision, notre volonté commune de vivre ensemble. Cette libération a lieu pendant que le Premier ministre camerounais tenait une réunion avec la Direction nationale du tourisme dans l'optique de promouvoir la destination Cameroun. Le groupe armé Ambazonia Defense Forces, l'un des principaux groupes armés en zone anglophone, a démenti être à l'origine de l'enlèvement des 7 Suisses et 5 Italiens. Selon le gouvernement camerounais, ces touristes se trouvaient au Cameroun avec une organisation appelée African Adventure Group. Ajoutons que le même jour, 6 conseillers municipaux camerounais étaient eux aussi libérés. Après ces libérations vient le soulagement, naturellement, puis les questions nombreuses que soulève ce dossier. Il y a quelques minutes, John Lindon a joint pour nous par téléphone le ministre de la Communication du Cameroun. Écoutons-le. S'agissant des otages, c'est au moment où ils s'apprêtaient à aller sortir du Cameroun. Ils étaient proches de la frontière avec le Nigeria quand ils ont été pris en chasse par nos forces de défense et de sécurité avec le soutien de nos populations et les groupes de vigilantes. À ce moment-là qu'on les a pris en chasse et puis, ma foi, on a neutralisé ce qui était accessible et puis on a récupéré les touristes. Le sous-préfet de Batibo et le délégué aux affaires sociales du Sud-Ouest sont toujours portés disparus. Avez-vous des informations sur leur absence? Je n'ai aucune information à vous donner dans ce sens-là. S'agissant donc des touristes, dès lors que nous prenons connaissance de leur existence, il y a toujours une protection très discrète. Ceux qui ont été enlevés, malheureusement, sont entrés au Cameroun à l'insu des autorités, bien que disposant de visas d'entrée, mais ils sont entrés. Aucune mesure de sécurité discrète n'avait été prise, mais ma foi, ils sont tombés dans le guet-apens tendu par les terroristes. C'était donc Issa Chiroma Bakary, le ministre de la Communication du Cameroun. Très peu d'informations, vous le constatez, du gouvernement camerounais, qui donc insiste sur la synergie qui a conduit à la libération des otages et accuse à mots à peine voilés les séparatistes ADF, bien que ces derniers s'en défendent. Quant à l'agence African Adventure, elle relate l'incident sans trop de détails concernant une quelconque prise d'otage ou des échanges de coups de feu. Restons en Afrique. Au Sénégal, l'élu d'opposition Barthélémy Diaz, proche du maire de Dakar, Khalifa Sall, a été écroué mardi pour outrage à magistrat, discrédit sur l'ordre judiciaire et provocation d'un attroupement non armé.
Il sera jugé vendredi. Barthélémy Dias est maire d'une commune de Dakar et dissident de la majorité présidentielle. Il était depuis vendredi soir en garde à vue. Il s'en était vivement pris au juge le 30 mars, après que Khalifa Sall ait été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie. Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a été présenté aujourd'hui au juge de la Cour pénale internationale. Il devra répondre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à Tombouctou en 2012 et 2013. Il est notamment accusé d'avoir participé à la destruction de mausolées et d'être responsable de viols et d'esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé. Des accusations de torture pèsent également contre le djihadiste qui a été remis à la CPI par les autorités maliennes samedi et transféré au centre pénitentiaire de la Cour à La Haye. Le Niger, le Soudan, le Tchad et la Libye réunis pour sécuriser leurs frontières et lutter contre la criminalité transnationale organisée. La décision a été prise à l'issue d'une réunion mardi à Niamey à l'instigation du président nigérien Issoufou Mahamadou. Des précisions tout de suite avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa. La rencontre a regroupé les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité de ces 4 pays. Ensemble, ils ont analysé la menace que constitue pour leurs pays respectifs la situation chaotique qui prévaut dans le sud et le sud-est de la Libye. Notre réunion a convenu du principe que nous signons un accord entre nos différents États qui nous donne les bases juridiques d'une action concertée visant à sécuriser nos frontières. La rencontre de Niamey lance ainsi les bases d'un nouveau cadre de coopération pour lutter contre le terrorisme. Pour le président nigérien Issoufou Mahamadou, initiateur de cette rencontre, il s'agit à travers un tel mécanisme d'amorcer une nouvelle dynamique pour contribuer au retour de la paix en Libye d'une part, à la sécurité sous-régionale d'autre part. Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey. Et dans l'actualité hors du continent, les yeux sont tournés vers la Turquie, où les chefs d'État russes, iraniens et turcs se sont réunis aujourd'hui à Ankara pour discuter d'un règlement du conflit en Syrie. De nombreuses initiatives ont été prises pour tenter de régler le conflit syrien. Aucune n'a abouti. Abdourahmane Dia fait le point sur cette nouvelle initiative. D'une part, la carte est jouée entre Moscou et Téhéran qui soutiennent Damas et d'autre part Ankara qui apporte son soutien aux rebelles syriens. Les enjeux sont nombreux dans ce conflit et la quête d'un règlement patine notamment du fait des intérêts contradictoires des différents alliés. Cette réunion est le deuxième sommet du genre après la rencontre entre les 3 dirigeants sur le dossier syrien qui avait eu lieu le 22 novembre à Sochi, aboutissant à un congrès national syrien dans la station balnéaire russe. Ce congrès s'est soldé par un échec. Une nouvelle tentative cette semaine vise à réorganiser et renégocier les zones d'influence, mieux encore réfléchir à l'avenir du nord de la Syrie après le retrait américain. La lutte contre le terrorisme doit continuer et les terroristes restants doivent être chassés de la Syrie. On se souvient encore du soutien politique et militaire de Moscou et Téhéran au régime d'Assad qui a réussi à reprendre plus de la moitié du territoire syrien. Ce que nous attendons, c'est que le bon sens finira par prévaloir et qu'il n'y aura pas de dommages dans les relations internationales comme nous l'avons vu récemment. Derrière leur bonne volonté, des experts craignent de nouvelles tensions en Syrie en cas d'échec de la coalition entre les 3 pays. En rappel, le conflit en Syrie a fait plus de 350 000 morts depuis 2011, sans compter les nombreux déplacés. La Turquie a accueilli plus de 3 500 000 réfugiés depuis le début de la crise et Ankara craint un nouvel afflux de migrants avant les élections de 2019. Et c'est Blanche Sanou qui a fait le point pour nous et non Abdourahmane Dia comme annoncé. Un conflit commercial celui-ci qui n'en finit pas de s'envenimer, celui qui oppose la Chine aux États-Unis. Le soja, l'automobile et l'aéronautique américains sont considérés comme des poids lourds des importations américaines en Chine. Quelques heures après la publication hier par l'administration Trump d'une liste provisoire de produits importés susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane, Pékin a répliqué avec sa propre liste visant des importations pour un même montant annuel, 50 milliards de dollars. Toujours aux États-Unis, le pays se souvient, il y a 50 ans, jour pour jour, était assassiné le révérend Martin Luther King Jr. Fervent adepte de la contestation non violente, il a donné une impulsion majeure au mouvement des droits civiques aux États-Unis,
Retour sur le combat d'un homme qui a marqué l'histoire de son pays, mais bien au-delà de son siècle. Dili Diko. Ces dernières heures, il les a vécues comme il a vécu sa vie, en se battant pour les droits civiques des Américains. Assassiné au lendemain d'une rencontre avec des éboueurs afro-américains à Memphis, dans le Tennessee, Martin Luther King Jr. était venu soutenir ces travailleurs en grève afin qu'ils obtiennent un traitement similaire à celui des éboueurs blancs. Il croyait fermement au processus légal, à l'importance d'adopter de nouvelles législations, mais il lui semblait indispensable de faire usage du pouvoir de l'Union, du rassemblement, à l'image de la marche de Washington en 1963, lorsqu'il a prononcé ce fameux discours. Je rêve qu'un jour notre nation se lèvera. Bien avant sa mort, Martin Luther King Jr. était considéré par ses contemporains comme un symbole de justice sociale, de paix et d'entente nationale. Mais avant cette réconciliation, de grandes batailles ont dû être gagnées, parmi elles celle de Montgomery en Alabama. Elle demandait du courage et de la persévérance car la confrontation était inévitable. Ils sont venus vers nous, nous ont battus avec des matraques, piétinés avec leurs chevaux, aspergés de gaz lacrymogène. J'ai été matraqué à la tête par un policier. Quelques jours après la répression féroce de cette bataille pour le droit de vote des Noirs dans les États du Sud, la justice avait autorisé Martin Luther King Jr. à marcher de Selma à Montgomery, accompagné de milliers de manifestants. Un an plus tard, en 1964, le président Lyndon Johnson signait le Civil Rights Act et en 1965, le Voting Rights Act devenait une loi. Dili Diko. Évoquons pour quelques minutes encore la figure de Martin Luther King Jr. avec René Lake, directeur de publication de 2 portails d'information, cneplus.com et abidjanplus.com. Merci René d'être avec nous. Bonsoir Anna. Certes, les Afro-Américains ont obtenu le droit de vote, comme le disait Dili dans ce reportage, et ils sont devenus des citoyens à part entière au lieu d'être des citoyens entièrement à part. Mais il y a encore beaucoup de travail. Hashtag Black Lives Matter. Oui, il y a encore beaucoup de travail. Mais sur le symbole Martin Luther King, il faut quand même reconnaître, pour voir le côté à moitié plein du verre. Voir ce qui a été accompli. Voilà. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, Martin Luther King est une icône pour tous les Américains, qu'ils soient blancs, noirs, jeunes ou vieux. Donc c'est déjà quelque chose d'extraordinaire parce qu'à l'époque, il y a 50 ans, c'était absolument pas le cas, bien entendu. C'était absolument inenvisageable. Mais maintenant, sur le volet de ce qui reste encore à parcourir, le simple fait qu'il existe de nouveaux mouvements qui naissent régulièrement dans ce pays, c'est le cauchemar du révérend au lieu du rêve? Oui, on peut le dire. En 2012, le mouvement auquel vous faisiez allusion tout de suite, Black Lives Matter, a été créé à la suite de l'assassinat de Trayvon Martin en Floride. On s'en souvient. Et au fond, quelque part, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un peu un échec. Mais alors que devrait-on dire si on pense aussi à Obama qui a été élu en 2008, réélu en 2012, et que malgré tout, la situation des conflits, de la tension raciale aux États-Unis, au fond, n'en est que plus forte. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, René Lake, que finalement, l'éclosion de mouvements comme Black Lives Matter est plutôt une bonne nouvelle? Parce que ça veut dire que, certes, les problèmes restent, mais on peut en discuter. On peut les combattre, on peut lutter contre? Tout à fait, on peut en discuter et on peut faire bouger les lignes. Je crois que les lignes bougent. Mais bon, il y a toujours des moments comme ça dans l'histoire où il y a des petits retours en arrière. Parce qu'en même temps qu'il y a Black Lives Matter, comme vous savez, les mouvements blancs suprémacistes ont été multipliés par 2, sont beaucoup plus actifs, etc. Mais je pense que tout ça, c'est juste une tension particulière. C'est peut-être une parenthèse dans l'histoire de l'Amérique. Très rapidement, une inspiration pour l'Afrique aussi? Oui, je crois que les Africains sont fiers de voir que quand même un noir est une icône universelle parce que après, je pense, Gandhi, Martin Luther King est vraiment devenu une icône universelle et c'est un noir et je pense que les Africains doivent en être bien heureux. Merci René Lake. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, voici les titres de la seconde partie de votre journal. 45 ans après le premier homme sur la Lune, la NASA rêve de reprendre l'exploration. Histoire d'un miracle. Séparées alors qu'elle fuyait l'Éthiopie, une mère et sa fille se retrouvent au Kenya. Dans l'est de la Libye, un sculpteur sur bois revisite les symboles de la culture libyenne. Chaque mercredi, Arzouma Compaoré décrypte pour nous le NEC plus ultra des nouvelles technologies. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Anna. Quelles sont les dernières nouvelles? Alors, les dernières nouvelles, cette semaine, nous allons parler d'e-citoyenneté. E-citoyenneté. E-citoyenneté, révolution data et questions connexes, la datafication ou data-activisme. Ce sont quelques thèmes qui seront abordés lors des e-Citizen Days 2018 à Lomé, au Togo. Qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre des meilleurs spécialistes de la sous-région qui se retrouveront pour fédérer un écosystème de la donnée et penser l'engagement à l'ère numérique. L'événement est organisé par l'espace togolais de démocratie technologique, lui-même membre du célèbre espace d'innovation technologique WellLab. Donc du 13 au 15 avril, les e-Citizen Day seront à leur deuxième édition pour toujours parler de l'objectif, voir comment penser ou repenser la contribution de la technologie à l'amélioration des questions du civisme, en particulier au Togo. Donc c'est un rendez-vous pour mieux cerner les enjeux de l'e-citoyenneté en Afrique. La citoyenneté électronique donc. Bon, on en apprend tous les jours. Chaque mercredi Arzouma, vous avez ce segment Focus de la semaine. Quel est le focus aujourd'hui? Notre focus de ce mercredi, c'est une imprimante 3D à base de matériaux de récupération Made in Togo. Encore. Il a suffi d'un atelier sur l'imprimante 3D Prusa Mendel, importée de France, pour que AFAT comprenne très vite le problème que posait la disponibilité d'un tel kit. C'était en 2012. C'est alors qu'il a entrepris de fabriquer une machine autonomisante, facile à reproduire entièrement à base de recyclage et de débris informatiques, comme les unités centrales, des imprimantes, des scanners. Seule la carte mère n'est pas recyclée, c'est en fait une carte Arduino qui possède un microcontrôleur facilement programmable ainsi que de nombreuses entrées-sorties. L'architecture de l'unité centrale est propice pour servir de cadre pour la machine. Les rails, les moteurs, les imprimantes, les scanners viennent s'y adjoindre pour donner vie à une imprimante 3D artisanale affectueusement renommée Wafat 3D du nom de son créateur. Donc c'est génial parce que cette communauté WellLab supporte des projets qui regorgent d'innovations, les unes plus surprenantes que les autres. D'ailleurs, l'espace est aussi connu à Lomé là-bas comme Silicon Village. C'est noté, Silicon Village. Et pour finir, folie d'invention? Folie d'ambition. Oh. Alors qu'en Occident, leur utilisation est régulièrement sujette à des régulations de tout type. En Afrique, on est plutôt tolérant. Des livraisons de sang au Rwanda, à l'approvisionnement des tests VIH au Malawi, ou encore aux époustouflantes images dans les clips vidéo musicaux. L'utilisation des drones s'est répandue à grande vitesse à travers l'Afrique. Le secteur agricole, lui aussi, en profite. C'est l'exemple de Mohamed Ahmed Ibrahim et de Hatem Moubarak Hassan, deux Sud-Soudanais qui ont décidé d'utiliser des drones pour lutter contre la désertification. Leur invention a deux missions essentielles: semer des graines d'acacia du ciel et permettre la télédétection agricole, qui est un moyen d'évaluer la santé des plantes. Comme ils le disent eux-mêmes dans un reportage d'Al Jazeera, ils ne s'arrêteront pas tant que leur drone ne sera pas au point. Et puisqu'on parle de drones, vous n'êtes pas venus les mains vides? Nous allons terminer là-dessus. Ces dernières années, leur taille n'a pas cessé de diminuer. Et comme on peut voir avec les modèles que j'ai amenés, gracieusement offerts ou prêtés par nos amis du laboratoire de la Voix de l'Amérique, plus les drones ont une taille réduite, plus ils sont pratiques. Celui-là, par exemple, est doublement pratique parce qu'il fait moins de 500 grammes. Et du coup, faites essayer. Voilà, oui, c'est léger. Il tient dans la paume d'une main. Je peux glisser ça dans mon sac. Tout à fait. Et donc, il n'a pas besoin d'une licence pour pouvoir être piloté, comme le veut la loi aux États-Unis ici. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces beaux joujoux. On vous retrouve, Arzouma Compaoré, mercredi prochain pour encore plus d'actualités tech sur VOA Afrique.
Et on reste avec vous. De toute manière, je vous disais au revoir, mais vous restez avec nous puisqu'on vous retrouve dans ce reportage sur la conquête spatiale. La proposition de budget 2019 de la NASA comprend le retour sur la Lune dans les années 2020 à l'aide d'une série de satellites et d'atterrisseurs robotisés qui, selon les espoirs de l'agence, seront construits par des entreprises commerciales et des universités en coopération avec d'autres agences spatiales. Cela nous permet d'amener ces atterrisseurs de la Lune à la passerelle. Nous n'avons pas besoin d'en lancer une à chaque fois. Nous pouvons le faire à partir de là-bas, ce qui sera donc un peu plus résistant, un peu plus utilisable de ce point de vue. Mais d'importantes questions doivent encore être résolues avant que les humains ne retournent sur la Lune, comme par exemple la réaction du corps humain à une radiation cosmique prolongée en dehors de la couche protectrice de la ceinture de Van Allen. Envoyer des organismes dans cet environnement, faire des expériences, mieux comprendre ces problèmes de l'ADN, tout ça est vraiment essentiel. S'assurer que les astronautes vivant et s'entraînant dans cet environnement soient en bonne santé, mais aussi pour comprendre les avantages de la santé ici sur Terre. Un jour, les humains construiront des stations permanentes sur la Lune, mais cela dépendra beaucoup du niveau de soutien ici sur Terre. Cela coûte cher. Nous avons tellement de problèmes ici aux États-Unis. Il devient difficile de maintenir l'attention et assurer la continuité et la stabilité du financement, contrairement aux années 60. Bien qu'une nouvelle fusée puissante soit en construction à la NASA pour une exploration du fin fond de l'espace, l'agence n'a pas encore fixé la date de sa prochaine mission sur la Lune. Précisons que ce reportage est signé Georges Putic. Place au sport, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yakou. Alors, Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal sont en position de force pour l'Europa League demain. Le Camerounais et la Guinesse rêvent de profiter de l'Europa League pour retrouver les couleurs. Le quart de finale de l'Europa League contre le CSKA Moscou semble à leur portée. Le match est pimenté cependant par une actualité extra-sportive. Le coup de foi diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Russie. Moscou a recommandé aux supporters du CSKA Moscou d'être prudents à Londres. Une mission moins compliquée a priori pour l'Atlético Madrid, favori à domicile face au Sporting du Portugal. Une belle opportunité pour Antoine Griezmann qui rêve de s'offrir enfin un titre majeur avec l'Atlético, avec lequel il n'a remporté que la Supercoupe d'Espagne en 2014. On en parle et on en reparle. Ronaldo a réalisé hier le joyau qui manquait à sa collection. Sublissime, on va dire, Anna. Il est phénoménal, ce garçon-là. Le résultat de ce quart de finale entre le Real Madrid et la Juve, donc la vieille dame, est bien connue. 3-0 pour le Real Madrid. Un fait retient cependant toutes les attentions. Cette super bicyclette réalisée par Cristiano Ronaldo, une détente hors norme pour un athlète hors pair. La presse l'a mesuré à plus de 2 mètres au-dessus du sol et ne tarit pas d'éloges. Le but, en lettres capitales, a simplement titré le quotidien sportif madrilène Marca. Même admiration à Barcelone, à Mundo Deportivo, pourtant pro-Messi et donc anti-Real, qui évoque le génial ciseau du Portugais. Un Martien dans le ciel a titré la Gazzetta dello Sport en Italie, évoquant un but d'assassin élégant. Ce geste est déjà favori pour le prix Puskás du meilleur but de l'année. En attendant, avec son doublé Anna, Ronaldo compte désormais 14 buts dans cette compétition de la Ligue des Champions et en reste le meilleur buteur absolu, 119 réalisations. Cela fait aussi 10 rencontres de suite en Ligue des Champions qu'il marque à chaque match. Et puis, qu'est-ce qui se passe, Yacouba? Vous êtes fait mal? C'est la même chose que Zidane a fait lorsqu'il a vu, bien sûr, cette bicyclette de Ronaldo. Yacouba Ouedraogo, vous revenez demain. Merci. Retour sur le continent, une Éthiopienne de 55 ans a retrouvé sa fille et sa petite-fille dans des circonstances que l'on pourrait qualifier de miraculeuses. Elles se sont perdues de vue dans leur exode vers le Kenya. Comme des milliers d'autres femmes et enfants réfugiés éthiopiens, elles avaient fui leur pays d'origine début mars. John Lyndon nous raconte leur histoire. Darmigalma Boro est reconnaissante que son nouveau-né, Nouria, et sa fille Malisha Doyo soient en sécurité. Darmigalma a récemment été séparée de sa fille qui était en fin de grossesse alors qu'elle fuyait les conflits en Éthiopie le mois dernier. Malisha a donné naissance à Nouria à son arrivée au Kenya.
La famille a été réunifiée dans un centre d'accueil temporaire à Moyale, dans le nord du Kenya, à la frontière avec l'Éthiopie. Quand nous nous sommes enfuis, j'avais peur. Je m'inquiétais beaucoup pour ma fille. Elle était en fin de grossesse. Je suis surprise de voir qu'elle a pu accoucher ici. Près de 10 000 Éthiopiens ont cherché refuge au Kenya depuis le 10 mars, selon le HCR. Les civils ont fui leur foyer après que plusieurs personnes ont été tuées dans ce que l'armée éthiopienne qualifiait d'opération de sécurité expéditive, ciblant les militants. Je ne savais pas si j'y arriverais. Je pensais accoucher en chemin. J'ai persévéré, je ne pouvais rien faire d'autre. Je craignais pour ma vie. Je marchais lentement jusqu'à ce qu'on arrive. Les nouveaux arrivants reçoivent une aide humanitaire du gouvernement kényan et des organismes d'aide. Ils ont besoin de produits de base comme de quoi cuisiner, ils ont besoin d'eau et ils ont besoin d'un abri, ils ont besoin de soins médicaux. Les habitants de la région aident aussi en accueillant des réfugiés. Passons de l'Éthiopie à la Libye, avec un artiste qui a commencé à sculpter le bois en 2011, au début de la guerre civile. Et il ne cache ni sa fierté, ni son patriotisme. Abdellah Saïd transforme le bois qu'il ramasse en œuvre d'art qui symbolise différents aspects de sa culture. Morgane Guiriec. Muni de grands blocs de bois et de ses outils, Abdellah Saïd produit des œuvres d'art qui représentent des éléments importants de la culture libyenne. Se tenir à l'écart de la politique n'était pas facile pour le sculpteur âgé de 28 ans. Son pays a glissé dans un conflit après un soulèvement populaire qui a renversé Mouammar Kadhafi. Mais Abdellah veut faire vivre la culture de son pays à travers ses créations. J'avais du temps libre. Depuis mon enfance, j'avais la fibre artistique. J'aimais dessiner. J'avais un ami du nom d'Ahmed El Tawiyal, qui est sculpteur de bois. Il avait un atelier et je lui ai rendu visite. Il m'a enseigné les techniques du métier et la façon de couper le bois et les principales techniques de sculpture. Le sculpteur travaille sur un projet, un hommage qu'il rend à l'araar ou le genévrier, un arbre vénéré dans son pays. Plus de 15 pièces de ses créations inspirées de cet arbre seront exposées. Après avoir déménagé, j'ai un peu changé mon art et sa signification pour présenter l'arbre araar, sa beauté, son apparence, sa forme et son odeur. Sa passion pour cet arbre remonte à l'enfance, quand il a réalisé à quel point il était unique. Pour lui, cet arbre symbolise le passé, le présent et l'avenir de la Libye. À travers cet arbre, il voit la Libye comme un pays déterminé, antique, toujours en expansion et en pleine croissance. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. John Lyndon vous retrouvera demain, même lieu, même heure. Très belle soirée sur VOA Afrique. Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous.